J'avais vu venir que l'année 2020 allait être vraiment une année extrêmement importante, charnière, qu'elle pourrait peut-être marquer un avant et un après. Et tout semble un peu le montrer actuellement, maintenant, mais il faut le comprendre au niveau astrologique. Qu'est-ce qui se passe au niveau astrologique? Pourquoi cette année 2020 est tellement particulière? Et qu'est-ce que c'est que nous sommes en train de vivre en ce moment? Donc d'abord, on va partir des grands cycles jusqu'au petit cycle. Vous savez que le plus petit cycle que nous connaissons, c'est le cycle de la lunaison. C'est ce cycle auquel nous sommes initiés en permanence, tous les mois, par les nouvelles lunes, qu'on ne voit pas d'ailleurs, mais on sait qu'elle est là, par les premiers quartiers de lune, par la pleine lune, le dernier quartier de lune et la nouvelle lune. Donc chaque année, il y a 12 à 13 cycles de lune. Et ça, c'est un petit peu la météo du moment. Donc on va peut-être regarder la météo, on pourra regarder la météo du moment avec les lunaisons. Et c'est ce qu'on peut regarder. D'ailleurs, sur Internet, beaucoup de sites font ça. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une lunaison, on nous explique que cette fois, on est arrivé au bout du monde et qu'on aura tout compris. Le problème, c'est que le bout du monde, il n'est jamais au même endroit pour chacun. Et que donc, chacun a son bout du monde, si je puis dire. Et là, mais l'année 2020, elle est particulière. Pour vous faire comprendre l'année 2020, je vais partir des grands cycles. On peut partir du plus grand vers le plus petit ou du plus petit vers le plus grand. Moi, je préfère toujours partir d'en haut et puis ensuite atterrir tranquillement pour avoir une vision de loin. Et si vous voulez, c'est un petit peu ce que j'expliquais sur la télé de Lilou, mais de façon pas trop astrologique, parce que c'est compliqué de parler astrologie quand on veut vulgariser, mais nous ici, on peut parler vraiment astrologie, c'est-à-dire qu'au niveau, et ça c'est l'introduction en quelque sorte à tout le cours, à tout l'ensemble des 12 cours sur les cycles. En fait, si vous voulez, nous sommes faits de cycles, hein, notre vie est faite, et c'est pour ça que ce niveau 2 s'appelle l'astrologie et les âges de la vie, parce qu'on est fait de cycles et de différents âges de notre vie. Et en fait, si vous voulez, vous savez qu'il y a le plus grand cycle, c'est les ères astrologiques, dont on a parlé, 2160 ans. Or, on sait qu'on est certainement à la fin de l'ère des poissons et aux prémices de l'ère du Verseau. On ne sait pas quand se termine vraiment l'ère des poissons et quand commence l'ère du Verseau. Ça, c'est quelque chose dont je suis en train d'écrire à ce sujet. On le précisera ultérieurement. Mais disons, on change d'ère. Donc, on change de quoi? D'abord, on change d'ère. Bon, 2160 ans. Alors, même si on est dans une période de 300 ans, si vous voulez, parce que l'orbe peut être de 3 à 400 ans, hein, même si on est dans une période de 3 à 400 ans, il y a des êtres qui sont en avance, d'autres qui sont en retard par rapport à ces changements. Il y en a qui sont déjà dans l'énergie de l'ère du Verseau et d'autres qui sont encore dans l'énergie de l'ère des Poissons. Et comme disait Germaine, c'est un moment très, très compliqué parce que c'est un moment où on doit changer de paradigme, mais la majorité s'accroche à l'ancien paradigme qui ne fonctionne plus et le nouveau paradigme est là et on ne l'a pas encore compris et donc comme on ne l'a pas, on n'a pas le prisme qu'il faut pour regarder ce qui se passe. Donc on a le changement d'air. Ensuite au niveau des cycles, on a le cycle Pluton-Neptune qui fait 500 ans. À peu près, hein, c'est 495, etc., qui fait 500 ans. Donc en ce moment, nous sommes dans à peu près 130 ans après le début du cycle Pluton-Neptune qui a commencé en 1892 en fait. Ce cycle a commencé là. Donc on est dans la croissance de ce cycle de 500 ans et on se trouve dans une période, comme je vous dis depuis longtemps, analogue à la Renaissance. C'est pour ça qu'on vit une nouvelle Renaissance quelque part. D'accord? Ensuite, on a parmi les cycles les plus importants, on a ensuite un cycle Uranus-Neptune qui fait lui 172 ans et il a commencé en 1993. Voilà, Uranus-Neptune, il fait 172 ans.
Ensuite, on a un cycle, je l'ai fait par ordre décroissant, hein, et vous, ne vous inquiétez pas, on va arriver à 2020. Non mais vous savez, il y avait un film de la NASA, je crois, qui montrait, on voyait un couple à Central Park et puis il y avait une image un zoom arrière et puis on montait dans l'espace et puis ensuite c'était l'inverse, un zoom avant. Donc là on est en train de faire un zoom avant vers 2020, d'accord? Ensuite il y a eu le cycle Uranus-Pluton. C'est un cycle irrégulier, hein, mais je le mets de 138 ans environ, qui a commencé en 1966. Voilà. Ça, c'est les 3 grands cycles que, si vous faites le cours sur les cycles, on travaillera. Et c'est extrêmement intéressant parce qu'au niveau historique, de se rendre compte quand est-ce qu'il commence, etc. Donc, si vous voulez, tant que ce cycle a commencé à la fin du 19e siècle, mais tant que les autres cycles n'avaient pas commencé, on ne pouvait pas voir le nouveau monde émerger. D'accord? Parce que pour que ce nouveau monde émerge, il faut que ce cycle Uranus-Neptune lui-même commence à être croissant. Alors il a commencé qu'en 1993. C'est au moment de Maastricht et de l'Union européenne. C'est pour ça que je dis que l'Europe est marquée par ce cycle Uranus-Neptune, puisque l'Union européenne, en tant qu'union, s'est construite par le traité de Maastricht de 1993 et a commencé à ce moment-là. Ensuite, Uranus-Pluton, c'était avant, mais je le mets en décroissant de cycle, a commencé en 1966, ce qui a donné cette révolution dans le monde entier, de Peace and Love. C'était vraiment le New Age qui arrivait. Donc, si vous voulez, avec Pluton-Uranus, vous savez que pour enrichir le plutonium, ou l'uranium et le plutonium s'enrichissent l'un l'autre dans les réactions thermonucléaires. Et donc, ce qui s'est passé, il y a une éruption mondiale dans les années 60, ça a été les fameuses 60s, avec toute cette émancipation d'une jeunesse qui était la jeunesse du baby-boom, qui se trouvait avoir 20 ans juste à ce moment-là. Et donc, hein, c'était nous. C'était nous. Oui, ici on est déjà quelques-unes de ce baby-boom-là. Moi j'en fais partie en tout cas. Et on a eu donc dans le monde entier cette éruption d'une jeunesse qui a essayé d'envoyer promener le paternalisme. Mais vous voyez qu'on n'en est pas venu à bout complètement, hein, on est toujours en train de travailler sur cette question-là. Donc voilà ces 3 grands cycles-là. Alors ensuite il y a d'autres cycles, si vous voulez, par ordre décroissant. Il y a d'autres cycles qui sont extrêmement intéressants. Et il y en a un qui nous intéresse particulièrement, qui est le cycle de... Après, ça va être avec Saturne. Parce que là, vous voyez la combinaison Pluton-Neptune, Pluton-Uranus, Uranus-Neptune. On a combiné les 3 grandes planètes, on a 3 cycles. Alors ensuite, on va faire intervenir Saturne. Et c'est en faisant intervenir Saturne que ces cycles-là vont descendre dans la matérialité. Parce que Uranus, Neptune, Pluton, c'est de l'inconscient collectif. Donc, c'est des choses qui ne nous sont pas perceptibles. Mais ça descend dans la matérialité, dans la temporalité, grâce à Saturne. Et donc, pour que ça descende, nous avons commencé, il y a un cycle Saturne-Pluton, qui avait commencé en 1982. Oui, 48, on pourrait le prendre, certains l'ont dans leur thème, mais 48, bon, oui. Puis 1982 et maintenant 2020, c'est pour ça, vous voyez où je veux en venir. D'accord? C'est-à-dire que ce cycle Saturne-Pluton fait à peu près, dure 38 ans. C'est un cycle de 38 ans qui fait descendre dans la matérialité des nouvelles formes, mais d'abord il détruit les anciennes. Parce que ça, c'est le travail de Pluton. Pluton détruit les formes qui ne sont pas conformes pour en reconstruire d'autres. Et donc, d'ailleurs, en 1948, il y a eu énormément de nouvelles institutions et beaucoup de pays qui se sont créés, comme Israël, le Pakistan, etc. Donc, il y a eu dans l'après-guerre, un ensemble de dispositifs mondiaux et de légalisation mondiale qui se sont créés. Et 1982... qu'est-ce qui s'est passé? 1982, si vous voulez, c'est le moment, c'est juste avant que l'Union soviétique explose enfin, après le mur de Berlin en 1989, parce que 1989, c'est le périhélie de Pluton. Ça va? Vous voyez l'idée? C'est le moment où Pluton, tous les 250 ans, est le plus près de la Terre. Et
c'était en novembre 89, ça a été la chute du mur de Berlin. Alors on descend, là, il y a la chute du mur de Berlin, mais qu'est-ce qui s'est passé en 82 qui a préparé la chute? On est rentré dans une période extrême de libéralisme économique. C'est-à-dire avec Reagan, Thatcher en particulier, la mondialisation économique a gagné le monde entier et surtout la financiarisation de l'économie. Et ça a envahi comme une vague, si vous voulez, a envahi y compris les systèmes communistes. Et d'ailleurs, ça a complètement, si vous voulez, touché la Chine qui est maintenant encore plus capitaliste que les pays capitalistes. Et l'Union soviétique qui a éclaté et en différents pays, donc après 89, malgré le travail de Gorbatchev. Donc là, ça a été une vague de mondialisation, c'est-à-dire toutes les digues, je dirais, de souverainisme des États ont sauté. Vous voyez l'idée? Le souverainisme, c'est du Saturne, hein, c'est des États qui se protègent, donc ont sauté et la mondialisation économique a gagné. Donc là, qu'est-ce qui va se passer en 2020? Parce que le prochain cycle était le 12/01/2020. Je vous rappelle que nous avons fait un cours ce jour-là. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'était quelque chose. On s'en rappelle bien. Oui, on a fait plein de choses. On a presque explosé en vol nous-mêmes, mais bon, on est toujours là. Et si vous voulez, donc c'est un cycle de 38 ans qui commence, qui est extrêmement intéressant. Parce que, est-ce qu'il va continuer, si vous voulez, cette vague de mondialisation économique, ou est-ce qu'il va revenir vers d'autres types de valeurs? Qu'est-ce qui va se passer? On va le savoir à mesure d'ici cette fin d'année, mais l'année 2020 est une charnière dans ce moment-là. Et en 82, donc est-ce que tout le monde s'en rappelle de ces années 80? Oui. Voilà. En France, on était un petit peu à contre-courant, mais parce qu'on avait Mitterrand était là, et on est toujours à contre-courant. Maintenant, on est en pleine mondialisation économique, mais on est à contre-courant quelque part. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peut-être on ne marche pas complètement avec la vague. Mais en tout cas, on est pris par la vague comme tout le monde. Et là, donc, en 2020, commence ce cycle-là. Ça va, vous voyez l'idée? Donc, mais ce cycle-là, ici, le cycle était en balance. Et là, le cycle est dans le Capricorne. Donc, on est dans la Bélier, Balance, Cancer, Capricorne. Ça va, l'idée? Donc, on était dans la Balance, maintenant on avance, on est dans le Capricorne. Qu'est-ce que ça veut dire dans le Capricorne? Si vous voulez, dans le Capricorne, Saturne plutôt dans le Capricorne, qu'est-ce que c'est que ce nouvel ordre? Est-ce qu'il y a un nouvel ordre? En ce moment, tout le multilatéralisme, qui allait avec justement la mondialisation économique a sauté. Il y a des trublions qui sont arrivés, genre Trump, etc., qui ont fait turbuler le système, comme on dit. Donc, malgré tout, mais on ne sait pas comment. Et en fait, d'une certaine manière, qu'est-ce qui se passe avec ce Capricorne-là? C'est assez intéressant, c'est-à-dire quel est cet ordre nouveau? Dans quel ordre nouveau nous allons rentrer? Et j'aime pas ce terme parce que quand on commence à parler d'ordre nouveau, ça fait penser à l'ordre, vous savez, un ordre qui tombe d'en haut, et d'où cette recherche qu'on a actuellement assez importante d'un homme, et comme par hasard c'est toujours un homme avec le Capricorne, un homme providentiel qu'on pourrait chercher, qui pourrait nous sauver de la situation et nous montrer exactement comme il faut. C'est pour ça qu'en ce moment, par exemple, on nous ferait croire que Trump est le sauveur quelque part, et dans les réseaux sociaux on commence à dire mais voilà, cet homme-là il est venu, effectivement il est venu pour faire turbuler le système, ça c'est sûr. Est-ce qu'il est venu pour sauver quoi que ce soit? On peut, en tout cas, si vous voulez, à chacun de soi-même d'être dans une sorte de liberté intérieure de position et de vision, parce que quand il est question de Saturne, on va toujours voir avec notre filtre. Saturne, c'est le filtre de chaque individu, et c'est le filtre, c'est-à-dire c'est notre protection et c'est nos représentations, et donc nous voyons toujours les choses à travers nos propres représentations. Donc en ce moment, oui, vas-y. Mais la question que je me posais, c'est parce que certes, on a ce cycle Capricorne, très saturnien, mais en même temps, on a l'ambiance générale qui est Verseau. Ça se combine
Toi, tu sens l'ambiance Verseau, tu as de la chance. Ben, il y a plein de velléités. Après, pour l'instant, elle est écrasée, elle n'arrive pas à émerger. Mais... Ah oui. Il y a... Alors oui. Les gens aspirent peut-être, Alors de toute façon, il y a une aspiration à autre chose. Parce que si vous voulez, quand on est dans le Capricorne, on est dans le sommet de la croix cardinale. Et ensuite, le signe d'après, c'est le Verseau. Et justement, si tu veux, quand tu dis l'ambiance est Verseau, disons qu'il y a une partie des êtres qui sont déjà dans ce système-là et qui sont plus dans l'autre. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on ne laisse pas trop de failles? Attention, je veux dire, il peut y avoir un danger d'aspirer à un monde d'après et de croire qu'il est là. Et pendant ce temps, le monde continue à fonctionner de la même manière. Et donc, est-ce qu'on est dans le monde d'avant? Est-ce qu'on est dans le monde d'après? On est dans la transition. Je vous rappelle qu'à la Renaissance, il n'y a jamais eu autant de troubles et de guerres que voilà, ça a été 100 ans de difficultés avant de comprendre un peu où on en est. Nous sommes dans ces 100 ans-là. Vous voyez l'idée? Et donc, on est bien dans le passage. En tout cas, tu as donné la tonalité parce qu'on est vraiment dans le passage. Je dis que 2020, c'est l'année, est-ce qu'on va passer enfin du Capricorne au Verseau? C'est la problématique de cette année 2020. C'est-à-dire que vous savez qu'encore, quand on a découvert le Uranus et puis qu'on a eu le signe du Verseau, on s'est dit, est-ce que le Verseau est toujours sous la maîtrise de Saturne ou est-ce qu'il est sous la maîtrise d'Uranus? Et il y a des tenants d'une astrologie assez formaliste qui continuent à mettre Saturne en maître du Verseau, et je pense qu'il vaut mieux quand même y mettre Uranus. Mais c'est vrai qu'entre le Capricorne et le Verseau, il y a comme un saut quantique. C'est un saut vraiment quantique, quoi. Et donc, dans cette année, il y a des potentiels. On va passer du Capricorne au Verseau. Est-ce qu'on va y passer? Comment on va y passer? Qu'est-ce qui est en train de se vivre? Et là... On n'a pas qu'un an pour y passer. Non, parce que... Mais c'est le moment... Il y a toujours des moments... Voilà, c'est-à-dire que, heureusement, si vous voulez, même quand le christianisme a commencé, on n'a pas eu la conscience que le christianisme commençait. Quand il y a eu la Renaissance, on n'a pas eu la sensation qu'on était à la Renaissance. C'est après qu'on a appelé la Renaissance. Donc, si vous voulez, est-ce que l'astrologie, la question que je pose, est-ce que l'astrologie peut nous permettre d'avoir un certain recul historique? C'est ça que je pose. Recul historique pour notre histoire collective et recul historique pour notre propre histoire personnelle. Et donc, pour le moment, nous ne pouvons qu'interroger notre histoire personnelle. Vous voyez l'idée? Donc, ce que je vous donne des outils pour interroger votre propre histoire personnelle en posant quelques traits par rapport à l'histoire collective. Donc, on est bien 2020, passage du Capricorne au Verseau. Pourquoi? Alors, vous allez voir pourquoi, parce que c'est là où c'est extrêmement intéressant. C'est qu'en 2020, on se trouve avec l'axe des nœuds, qui est dans la tête du dragon est dans le Cancer, et la queue du dragon est dans le Capricorne. Donc vous voyez, il y a tout un passé Capricorne qu'il faut revoir. C'est la queue du dragon qui était dans le Capricorne, de fin 2018 jusqu'à juin 2020. L'axe des nœuds reste toujours dans un couple comment dirais-je, du zodiaque pendant 1 an et demi. Donc depuis fin 2018 jusqu'à juin 2020, on est dans cet axe-là. Et si vous vous rappelez, 2019, je vous ai expliqué beaucoup que pendant 2019, Saturne est resté conjoint la queue du dragon dans le Capricorne pendant très longtemps. Et la dernière fois qu'il avait été conjoint la queue du dragon dans le Capricorne, c'était un moment extrêmement sensible, c'était en 2003, au moment où a été lancée les guerres au Moyen-Orient par Bush, avec l'invasion de l'Irak et tout ce qu'on nous a caché pour nous faire croire que l'Irak avait des armes de destruction massive. On nous fait le même coup avec l'Iran, etc. maintenant. Mais si vous voulez, c'est des moments dangereux. Saturne conjoint la queue du dragon, c'est est-ce qu'on est dans la raison ou est-ce qu'on est dans la déraison, en fait. Vous voyez l'idée? OK? Donc, ça, je renvoie à ce que j'ai déjà écrit sur le sujet, parce que j'ai écrit des articles sur ce sujet. Donc, l'axe des nœuds était dans le Cancer Capricorne, et nous avons cette année 2020 qui est incroyablement intéressante, parce que Mars qui est rétrograde, donc Mars est rétrograde tous les 2 ans. L'année où Mars est rétrograde est toujours une année importante. Or, 2020 est déjà une année bissextile.
Toujours important, une année bissextile. On rattrape le retard qu'on a pris en mettant une journée de plus. Bon, année bissextile, l'année où Mars est rétrograde, et Vénus, qui est rétrograde tous les 1 an et demi, était rétrograde du 13 mai au 25 juin. Vous voyez, on est sorti du confinement en pleine Vénus rétrograde, pour dire qu'on n'était pas prêt. Hein. On avait envie de continuer à rester à l'intérieur, hein, d'une certaine manière. Et Mars est devenu rétrograde du 9 septembre, et il va le rester jusqu'au 14 novembre. Voilà. Or, quand Mars est rétrograde, il reste, alors que Mars fait le tour du zodiaque en 2 ans, enfin tous les signes du zodiaque en 2 ans, quand il est rétrograde, il reste pendant 6 mois dans le même signe. Donc, en général, c'est très intéressant. Quand Mars reste dans un même signe, ça veut dire qu'il faut qu'on travaille pendant 6 mois ce même signe, alors qu'il cavale pendant 1 an et demi tout le reste du zodiaque. Donc, chaque fois que Mars est rétrograde, où est-ce qu'il reste rétrograde? Eh bien, cette fois, il a décidé de rester rétrograde dans le Bélier. Alors, si vous voulez, il y a une configuration extrêmement puissante dans la croix cardinale, parce qu'il reste rétrograde dans le Bélier. Vous avez Mars qui est rétrograde dans le Bélier. Là, il y reste. En fait, il est dans le Bélier, Mars, depuis le mois d'août jusqu'au mois de décembre. Et il va être carré Pluton, carré avant, hein, puisque c'est dans ce sens. Pluton se retrouve là. Il est carré avant de Pluton dans le Bélier. Donc, vous voyez la croix cardinale si elle est travaillée. Hein. Et qu'est-ce que c'est que la croix cardinale? C'est la croix de notre pouvoir d'être et de notre capacité et de tous les types de pouvoirs. Donc c'est notre pouvoir d'être et notre puissance d'être. Quelle est la puissance d'être qu'on veut montrer? Qu'est-ce qu'on doit laisser derrière et qu'est-ce qu'on doit mettre en avant? Et c'est toujours violent. Un carré Pluton-Mars est violent. On va travailler cette question de la violence. Et on essaiera de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Donc vous avez ici la Pluton qui est dans le Capricorne, et puis Mars s'invite maintenant est dans le Bélier, mais au début de 2020, Mars était dans le... On va regarder. Qu'est-ce qui se passe en 2020? Vous avez tout ça. Vous avez le 12-1, le jour où on a travaillé ensemble, on avait la conjonction Saturne-Pluton, un cycle de 38 ans, qui commence à 22,48 du Capricorne. Puis, le 20 mars, en plein confinement, au moment où on s'est dit... Regardez tout ce qui se passe au moment du démarrage du confinement. Le 20 mars, Mars rejoint Jupiter, aussi dans le Capricorne. Donc, on se retrouve Mars, Jupiter, Saturne, Pluton, tout ça dans le Capricorne. D'accord? Vous voyez l'idée? 4 planètes sur 10 dans le Capricorne, c'est beaucoup, hein? Et pas n'importe lesquelles. Donc, le 20 mars, on a la conjonction Mars-Jupiter, à 22,43, juste après. Le 23 mars, Mars-Pluton. Le 31 mars, Mars-Saturne. Et alors là, il y a une nouveauté, c'est-à-dire que là, on se dit, waouh! Et d'ailleurs, pendant le confinement, on s'est dit, voilà, le nouveau monde est arrivé, l'ancien monde s'est arrêté. L'ancien monde s'arrête, pouf, on est dans le Verseau. Hein. C'est-à-dire que nous, comme des petits lions tranquilles, chez nous, on s'est dit, on est dans le monde du Verseau, on a le droit d'être qui l'on veut chez soi, et les autres ont le droit d'être qui ils veulent chez eux. Mais vous voyez, c'était pas une illusion de monde du Verseau, mais une prémisse. C'est-à-dire une vision, un peu comme, si vous voulez, avec Uranus, comme c'est du Verseau, c'est une vision. Avec Uranus, on est dans la thématique de la marraine qui montre à Cendrillon ce qu'elle pourrait vivre et lui donne les moyens d'aller voir son prince. Et après, elle laisse au prince, c'est-à-dire au masculin de Cendrillon, tout le travail à faire pour retrouver le féminin de Cendrillon. Donc, si vous voulez, là, on a une vision. On s'est dit le Verseau, mais ouais, on y est. Oh, mais pauvre Mars-Saturne, c'est un cycle de 2 ans seulement. C'est un cycle très important et c'est le dernier qu'on étudie dans les cycles d'ailleurs. Donc là, on s'est dit, on est dans le Verseau. Mais pauvre, qu'est-ce qui se passe? Ben, Saturne, peu de temps après, se met à rétrograder. Saturne rentre dans le Verseau puis rétrograde. Le 5 avril, on a la conjonction Jupiter-Pluton très importante et on va avoir 3 conjonctions tout au long de l'année. Le 5 avril à 24,53 Capricorne, le 30 juin à 24,06, et
Ensuite, dû au fait des rétrogradations, le 12 novembre, on a à nouveau la conjonction Jupiter-Pluton. Donc vous voyez, il y a tout un jeu de ces planètes qui sont passées en conjonction, qui ont créé des cycles les unes les autres, qui ont créé des cycles croissants les unes aux autres. Et on arrivera au bout de cela quand Saturne et Jupiter vont enfin se conjoindre, parce que là, il est question d'un cycle de 20 ans. Avec Saturne et Jupiter, c'est formidable, c'est un cycle de 20 ans. En plus, il intervient toutes les années décennales, c'est-à-dire 2000, 2020, 2040. Ah, c'est extraordinaire, Saturne-Jupiter. C'est vraiment un vrai bonheur au niveau de la... Il est décimal, quoi, si je puis dire, parce que c'est un cycle de 20 ans. Et il y a un cycle là à 0,30 du Verseau. Donc, est-ce que dans cette année-là, on va pouvoir passer du Capricorne au Verseau? Vous voyez ce qui est posé? Vous comprenez? Donc là, Saturne et Jupiter rentrent dans le Verseau pour 20 ans, et par ailleurs, ça inaugure 200 ans de conjonction Saturne-Jupiter dans l'air. Je vous renvoie à mes articles sur le sujet. J'explique que, à propos justement de Notre-Dame et de ce qui s'est passé à Notre-Dame, j'explique que les cycles d'air, donc Saturne et Jupiter ont un grand cycle de 800 ans, et tous les 800 ans, ça redémarre, on tombe dans les cycles de terre, d'air, etc. Donc nous, on vient d'avoir 19e et 20e siècle, 2 siècles de cycles de Saturne et Jupiter en terre, et donc vous voyez, on est dans vraiment 2 siècles très matérialistes, mais avec l'intérêt aussi que ça peut avoir et avec les excès que ça peut avoir. Donc et maintenant nous rentrons dans 200 ans de cycle d'air. Donc on peut espérer que dans ces 200 ans-là, c'est vraiment, ça ouvre vers le Verseau, puisque c'est de l'air déjà, d'accord? Vous voyez? Parce qu'en 2000, on s'y est dit qu'on y est, je ne sais pas si vous vous l'êtes dit, mais moi j'ai cru qu'on y arriverait. En 2000, on s'est dit, ok, là, il y a un cycle Saturne-Jupiter, mais il était dans le Taureau. Le cycle Saturne-Jupiter de l'an 2000 était dans le Taureau. Et c'était le dernier cycle qui commençait en signe de terre. Donc, on a le début mais c'est toujours comme ça, hein, le début d'un siècle, les 20 premières années sont beaucoup plus marquées par le siècle d'avant. On dit que le siècle tourne entre le 20 et 25, c'est-à-dire entre la division par 4, la division par 5 et la division par 4 du siècle, si vous voulez, donc entre 20 et 25 ans, et on dit que la 25e année d'un siècle, il y a une sorte de conseil des sages au niveau ésotérique, on dit qu'il y a le conseil mondial, pas mondial, mais le conseil des sages qui conseille l'évolution de la planète, qui se réunit et qui dit où est-ce qu'on en est et comment on va pouvoir aider les humains. On peut est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, mais en tout cas, on dit que c'est en 25, donc entre 20 et 25, il se passe toujours quelque chose d'important. Ok? Donc ça va, vous voyez un peu mieux, et alors on va le regarder. Je vous ai montré ça d'abord parce qu'on va ensuite le regarder lunaison après lunaison. Parce que mais j'ai choisi toutes les pleines lunes depuis janvier jusqu'à décembre. On va les regarder, on va les observer passer les unes après les autres, parce que dans chaque pleine lune, je prends la pleine lune parce que justement il y a au moins 180 degrés de vision et de pleine conscience, et vous allez regarder comment se joue, comment ces planètes-là, Mars, Jupiter, Saturne, Pluton, se recomposent, c'est-à-dire que Saturne passe devant Pluton, puis Jupiter, puis Mars, et puis Jupiter passe devant Saturne, et on est donc dans tous ces cycles-là deviennent croissants à partir de 21-12. Ça va ? Ah, vous voyez, il n'y a pas Uranus là-dedans. Uranus, pendant ce temps, travaille tranquillement dans le Taureau. Si on peut dire tranquillement, Uranus n'est jamais tranquille, mais en tout cas, il avance dans le Taureau, et tout cela est passé du Capricorne au Verseau. On va le regarder avec les thèmes des pleines lunes. Vous avez des réflexions à ce sujet ou pas? Là, on est vraiment dans une course de vitesse, apparemment. On est dans une course de vitesse, et la prochaine observation du moment, je vous présenterai les élections américaines justement.
on sera juste avant, et c'est assez problématique parce que justement dans le thème des États-Unis et de la Constitution des États-Unis, c'est très 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 problématique. D'ailleurs, on n'a qu'à regarder ce qui se passe, c'est extrêmement problématique. Mais des problèmes naissent toujours des nouveaux mondes, hein. Bon, donc espérons. Alors, la réflexion, c'est qu'on change d'air, on va vers un style d'air. Oui. Et étonnamment, on manque d'air. Alors, on manque d'air, mais la pandémie, en fait, la pandémie du virus, c'est par l'air qui se diffuse, hein. Donc là, on rentre certainement dans... les nouvelles maladies seront des maladies comme ça qui se diffuseront par l'air. Et donc, on risque d'avoir avec le verso, quand tu dis on sent bien le verso qui arrive, mais aussi en négatif, par la pandémie. Le virus est un annonceur, en fait, d'une certaine manière. Vous voyez, il y en a eu depuis 2000, mais il y a eu le SRAS et d'autres, mais ça n'a pas été aussi puissant que maintenant. Mais de toute façon, en 1918, il y avait ce qu'on appelait la grippe espagnole, qui n'avait rien d'espagnol d'ailleurs, mais qui a fait beaucoup plus de dégâts que ce qui est en train de faire le coronavirus, hein, parce que ça c'est à des millions de morts, hein, la grippe espagnole. Alors on regarde, et après on se questionnera qu'est-ce que ça veut dire pour nous. Donc là, vous avez le 10 janvier, il y avait la pleine lune juste au moment, qui est très intéressant à ce moment-là, c'est que nous avons, donc Jupiter est conjoint la queue du dragon, puis on a le Soleil qui est dans le Capricorne, Mercure dans le Capricorne, Saturne, Pluton qui se conjoignent. Vous voyez déjà, là on a cet amas dans le Capricorne qui est extrêmement... et Mars qui arrive derrière. Donc vous voyez, Jupiter va tout au long de l'année passer devant, tout le monde va passer devant Pluton, vous voyez, jusqu'à Mars qui va passer devant Pluton et qui va... Alors on va regarder pleine lune après pleine lune. Là, il y avait un sacré amas dans le Capricorne, le 10 janvier. Ensuite, la pleine lune d'après, c'était le 9 février. Donc on a toujours dans le Capricorne, le Soleil, lui, il est passé dans le Verseau. Et dans le Capricorne, on a Pluton-Saturne, le cycle... Saturne est passé devant et Jupiter est derrière en train de... Comme il va plus vite, Jupiter, il a un cycle de 12 ans, il va rattraper peu à peu, Jupiter derrière va rattraper peu à peu Pluton et Saturne. Vous voyez? Regardez l'amas Capricorne, toujours. Là, on voit que Mars est rentré dans le Capricorne, il arrive derrière Jupiter, derrière Pluton et Saturne est toujours devant. Et donc, vous voyez que là, on a ce que je vous expliquais, Mars, Jupiter, Saturne, Pluton, qui est en train de se préparer pour devenir un cycle croissant. Là, c'était le 9 mars. Hop. Ensuite, le 8 avril, le 8 avril, on a Saturne est passé devant, carrément dans le Verseau. Ah, on se dit, ouf, ça y est, Saturne est sorti dans le Verseau, on est tranquille. Ben non, on n'est pas tranquille du tout. Saturne et Mars sont conjoints dans le Verseau. Mars est passé devant, Saturne est dans le Verseau, et Pluton et Jupiter se conjoignent. Ok? Ça, c'était le 8 avril. Et puis ensuite, le 7 mai, on a toujours... Il nous reste plus que Pluton et Jupiter dans ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Il nous reste plus que Pluton et Jupiter dans puisqu'on est au mois de mai, on en est là. Il y a eu la première conjonction Pluton-Jupiter. Jupiter est passé devant, Saturne et Mars sont dans le Verseau. Bon, on pense que ça va. On se dit, oh, mais on sort dans le Verseau, quoi, ça avance. Mais vous allez voir que ce n'est pas si simple. Peu à peu, donc on continue. Mars avance et passé dans le Poisson. Je laisse passer la rétrogradation de Vénus. Hein. Maintenant, on est à l'automne, on va parler de la rétrogradation de Mars. Ensuite, vous avez c'est à partir de juillet qu'il faut bien regarder. Parce qu'on croit qu'on a avancé jusqu'en juin. Et puis tout d'un coup, regardez en juillet. En juillet, Saturne est revenu dans le Capricorne. Saturne s'est mis à rétrograder. Les planètes, Saturne rétrograde un peu plus de 4 mois par an, donc c'est rien que de très normal hein, qui se mettent à rétrograder. Donc Saturne s'est mis à rétrograder dans le Capricorne et Mars est dans le Bélier. Vous voyez? Donc Mars, à partir de là, Mars ne va pas quitter le Bélier jusqu'au mois de janvier. Donc vous imaginez, on est en juillet et jusqu'au mois de janvier 2021, Mars va rester dans le Bélier. Donc on a ici Jupiter, Pluton, Saturne, vous voyez qu'ils sont dans un orbe de conjonction entre 24 et 29, c'est un orbe de conjonction assez fort.
Voilà juillet, et c'est à partir d'août qu'on commence vraiment à comprendre ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire à partir du mois d'août, on voit que Jupiter, Pluton, Saturne restent dans une orbe de conjonction assez proche et nous avons le carré Pluton-Mars qui se crée. Mars est à 19,22 du Bélier, à la pleine lune du 3 août, et derrière nous avons Jupiter, Pluton, Saturne, et surtout Mars est vraiment carré, Pluton et Jupiter. Donc vous voyez, dans la croix cardinale, Mars a envie d'aller de l'avant, et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé. Cet été, on s'est dit, allons de l'avant, et puis après on verra bien, quoi. Et donc on est tous partis en courant de l'avant, en se disant, bon, prenons l'air, et on a eu bien besoin de prendre l'air les uns et les autres, d'une manière ou d'une autre. Mais si vous voulez, il y a ce Mars qui avance, et regardez ce qui se passe. Donc là, le carré Pluton-Mars se crée à ce moment-là, et il ne nous quitte pas pendant 6 mois. On va l'expliquer tout à l'heure, qu'est-ce que c'est que ce carré. Et là, on continue. Ici, d'ailleurs, remarquez le thème, comme cette pleine lune a un thème magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est un thème assez magnifique. C'est-à-dire, c'est sur l'horizontale. C'était le 2 septembre, et on a toujours Jupiter, Pluton, Saturne qui sont à 17, 22, 25 du Capricorne, et Mars qui est carré avant dans le Bélier. Okay, et là, le 9 septembre, Mars, il est à 27,43 là, il va commencer à devenir rétrograde, et donc il reste dans l'orbe du carré avant à Pluton. 2 septembre. Et vous voyez, maintenant, on en est, ça c'est la prochaine pleine lune dont nous parlons plus particulièrement, mais pour parler de cette pleine lune, vous voyez tout ce qu'il a fallu voir. Mais cette pleine lune-là, elle est assez explicite. On est toujours dans Jupiter, Pluton, Saturne dans le Capricorne, avec le carré avant à Mars tout le temps. Mars étant dans le Bélier rétrograde, et rétrograde jusqu'à 25. Vous voyez, on est dans les orbes là, 25, on est dans tous ces degrés extrêmement puissants, entre le 23, 24, 25, 26 Capricorne. Et donc là, on a cette pleine lune dans le Bélier Balance, qui est une pleine lune dans les signes cardinaux. Et on a donc toujours Saturne, Pluton, Jupiter, carré Mars. Ça va, vous voyez? On continue. Hop. Alors, en octobre, on aura 2 pleines lunes, le 1er et le 31. La pleine lune du 31, on voit presque la même configuration. Jupiter, Pluton, Saturne, carré Mars. Ensuite, le 30 novembre, on continue, vous voyez, toujours pareil, hein, Pluton, Jupiter, Saturne. Alors, après le 12 novembre, Jupiter passe définitivement devant Pluton. Donc Jupiter est passé devant Pluton, alors qu'avant il était derrière. Donc on a Saturne, Jupiter, Pluton. Vous voyez que Jupiter, peu à peu, se rapproche de Saturne pour aller faire la conjonction dans le Verseau. Ça va, vous voyez l'idée? Et toujours Mars devant. Dans le Bélier, en carré, Mars est redevenu direct, mais il reste dans le carré, dans l'orbe du carré. Et ensuite, vous avez la pleine lune du 30 décembre. Et là, vous voyez qu'est-ce qui se passe? Dans le 30 décembre, on est arrivé à... Le cycle Saturne-Jupiter s'est créé le 21-12, alors le jour du solstice d'hiver quand même, il faut le faire. Donc le 21-12, on aura eu la conjonction Saturne-Jupiter à 0,30 du Verseau. Et à partir de là, Saturne et Jupiter ont quitté le Capricorne. Et Pluton, il reste seul, mais bien sûr, là, les autres planètes reviennent dans le Capricorne, Soleil, Mercure, puisque on va rentrer dans... On est le 30 décembre, on est rentré, le Soleil est rentré avec son cortège des planètes individuelles dans le Capricorne. Donc vous voyez, toute l'année, vous voyez un peu le jeu qui s'est passé. Et en janvier encore, est-ce que je l'ai gardé? Le 28 janvier, on voit qu'il ne reste plus que Pluton dans le Capricorne, même s'il est encore conjoint à Vénus, mais à partir de là, le Soleil lui-même est passé dans le Verseau. Donc si vous voulez, à partir du... Il y a une fenêtre qui s'ouvre le 21-12-2020 avec le cycle Saturne-Jupiter, mais je dirais qu'à partir du 28 janvier, cette pleine lune-là, on pourra vraiment se dire qu'on émerge un petit peu dans l'air et dans le Verseau. Qu'est-ce qui se passe si on essaye de comprendre? Qu'est-ce que c'est que tous ces amas dans le Capricorne avaient le carré avant de Mars? Qu'est-ce que ça veut dire? Et comment on le ressent dans nos vies? Qu'est-ce qui se passe dans nos vies au niveau individuel? Et puis, qu'est-ce qui se passe au niveau collectif? D'accord?
On se pose la question. Qu'est-ce que c'est? Donc là, on a le bélier, la balance, le cancer ici, et le capricorne là, c'est la croix cardinale. Et je vais mettre les planètes. Donc on a Pluton dans le capricorne, Mars en carré dans le bélier. Voilà, on a ce carré-là, hein, pour bien comprendre. Qu'est-ce que c'est que ce carré? Ou mettons qu'on le met à 23, hein, voilà, autour de la conjonction, à 23 degrés du Capricorne. Qu'est-ce que veut dire cette conjonction? Et là, on est encore dans le Capricorne, et ensuite on va avoir Saturne et Jupiter qui seront à 0, 30 du Verseau. On aura quitté le Capricorne et on sera dans le Verseau le 21-12. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce carré? D'après vous, qu'est-ce que c'est? Pluton dans le Capricorne, il bouscule les formes anciennes, ou en même temps, c'est des tentatives de, comment dirais-je, de sécuriser absolument vous savez, dans le Capricorne, c'est Saturne qui travaille, donc n'oublions pas que Saturne est encore dans le Capricorne. Saturne lui-même est dans, je vais le mettre en couleur verte, Saturne est encore dans le Capricorne, et Saturne étant lui-même dans le Capricorne, mais qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a des, vous voyez, on est dans des mesures, on est dans des obligations de se sécuriser, on est dans du risque. Si vous voulez, Mars, carré Pluton, on se sent en situation dangereuse, ok? Et on doit quitter des anciennes formes, Capricorne, pour gagner des nouvelles formes, toujours dans le Capricorne, c'est-à-dire qu'on doit aller vers l'énergie intérieure en nous, uranienne, qui est notre propre génie uranien, notre propre part d'humanité en nous, qui a envie d'émerger et de sortir des vieilles formes familiales, sociales et organisationnelles, pour entrer dans des nouvelles types de coopération, plutôt aller vers des types de coopération Verseau. Comme tu disais tout à l'heure, ben, on sent bien déjà quand même des éléments du Verseau. Mais là, il y a un peu une guerre de position, en fait. Ou bien on va de l'avant dans le Bélier, quoi qu'il arrive, on bouscule tout, ou bien on prend le temps de faire la transition, mais vous voyez que cette transition, elle nous est donnée à vivre pendant 6 mois. Parce que ce carré, il est depuis le mois d'août jusqu'en janvier quasiment, hein. Donc, en fait, ce qui se passe là, moi je dis, c'est comme on est dans un moment de... Vous vous rappelez, on a dit que pour le confinement, on était comme dans un moment dans une matrice périnatale, comme avant de renaître. Et en fait, là, on est dans une période de renaissance à nous-mêmes, qu'on peut apparenter, j'ai entendu dire des gens qui disaient qu'on est aussi comme dans un processus de deuil. Alors on est soit comme dans un travail avant l'accouchement, soit dans un processus de deuil. Mais vous savez, le deuil et la naissance, ce sont les deux faces opposées de passage d'une forme à une autre, hein. Donc en fait, on est dans un moment... on pourrait prendre, c'est Leila Simani, cette écrivaine très intéressante qui parlait de processus de deuil qu'on est en train de vivre. Et je me dis, c'est analogique à un processus de naissance. Et donc dans ce processus, si vous voulez, il y a d'abord, on est dans le déni. Donc Mars-Pluton, là, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je ne veux pas savoir, ça me va. Vous savez, les processus de deuil, hein? On est dans le déni. Le deuxième phase, c'est quoi déjà? On est dans la colère. Alors là, avec Mars-Pluton, en pleine à la colère. C'est-à-dire, on se met en colère contre les autorités capricornes qui nous obligent à mettre des masques, à avoir certains types de règles, contre les autorités médicales. On dit, mais cette autorité, elle est bonne, l'autre, elle n'est pas bonne, mais celle-ci est meilleure que l'autre. On est passé dans une guerre de position et d'autorité. Qui va prendre l'autorité? Le pouvoir politique, le pouvoir médical, le pouvoir, on nous parle de tout type de pouvoir, mais donc là, on est avec le Capricorne, on est dans une colère contre tous les pouvoirs, et cette colère, d'ailleurs, elle peut s'exprimer de façon individuelle, mais elle peut s'exprimer de façon sociale. Sauf que pour le moment, on ne peut pas se regrouper à plus de 10, donc c'est très difficile de l'exprimer de façon collective.
d'une certaine manière. Mais en même temps, c'est donc il y a déni, colère. Hein. Le déni, c'était avant, hein, tout va bien, mais non, tout va bien, tout va bien. Et puis ensuite, on est dans la colère. Ensuite, on est dans le marchandage, c'est ça? On marchande, c'est-à-dire on n'est plus en colère, mais on se dit, bon, ok, je vais bien mettre mon masque pour aller me balader, aller au marché, mais après, fichez-moi la paix quand je suis chez moi, etc. Enfin, on va marchander, on va bien vouloir accepter certaines choses, mais pas tout, et puis on va commencer à marchander. Et le troisièmement, je ne me rappelle plus, le quatrième, c'est... La tristesse, non, il y a la... Après le marchandage, il y a la dépression. Dépression, tristesse, hein. Et puis ensuite, il y a l'acceptation. Alors moi, je ne suis pas pour le terme d'acceptation, hein, au sens... Moi, je suis pour prendre... Je trouve que Kübler-Ross, là, ça date quand même, hein, il faudrait un peu revoir les choses. Ça, c'est le processus de deuil, selon Kübler-Ross, mais ce que je trouve là, ce serait plutôt intégration et ça serait plutôt sublimation. C'est-à-dire qu'on accepte le sublimant. Ok. Pour ceux qui arrivent à faire le travail. Ah ben oui, mais tout le monde n'y a. Mais chacun peut se trouver à un moment du processus. J'aimerais mieux le terme de sublimation. Donc ce qui se passe, c'est que là, nous sommes, chacun de nous, on peut s'interroger, où est-ce qu'on en est de ça? Marchandage, ça veut dire on se débrouille avec. Marchandage, on se débrouille avec. Hein, on se débrouille avec. Et puis, dépression, tristesse. C'est-à-dire on doit laisser partir l'ancien monde pour créer un nouveau monde. Donc vous voyez, on est quand même avec le Mars, la colère est dominante. Et je vais utiliser un terme par chance, si vous voulez, il y a toujours une synchronicité dans le monde. J'écoutais hier une émission de radio avec Cynthia Fleury, qui est une psychanalyste et philosophe extraordinaire. Je pense que c'est une des grandes consciences du moment, Cynthia Fleury. Elle sort un livre sur, qui s'appelle Sigi la mer. Sigi la mer. Alors vous voyez, avec tout le jeu de mots, amer, la mer, enfin, etc. Sigi la mer, et elle parle des sentiments d'amertume que nous pouvons avoir, évidemment l'amertume, et surtout du ressentiment. Le ressentiment, et ça je voudrais qu'on parle de ça, c'est-à-dire qu'en ce moment, nous sommes en train, chacun, de dire au revoir à un certain type de passé et de structuration d'un monde qui n'est en nous-mêmes et au niveau collectif qui n'a plus lieu d'être, mais qui nous et où on peut rester dans le ressentiment. Et comme elle dit, le ressentiment c'est terrible parce que c'est comme du formol, il s'alimente lui-même et on tourne en rond dans le ressentiment et on n'en sort pas. C'est-à-dire que quand on est dans le ressentiment, on est dans la colère et la dépression en même temps, vous voyez l'idée, mais on n'arrive pas à le sublimer. Et elle explique que ce ressentiment, il faut en sortir. Et je ne sais pas si vous le sentez, mais on peut avoir tendance, Mars est rétrograde. Hein. Quand Mars est rétrograde, on est dans le ressentiment. Tout le temps. Et observez-vous en vous, on est dans un... Alors il faut sans arrêt travailler ça, mais pourquoi est-ce que j'ai du ressentiment contre un tel, contre un tel, contre un tel? Et je veux dire, vous voyez un peu comme les fixations qu'on fait, et regardez au niveau collectif ce qui se passe aux États-Unis, c'est parce qu'on le voit, parce que c'est les États-Unis, on le voit mieux de loin que de près, mais en France il y a beaucoup de ressentiment également. On est dans une période de ressentiment terrible qui est d'après Cynthia Fleury et d'après Wilhelm Reich, pour aller chercher des gens du baby-boom qu'on a pu lire, si vous voulez, psychologiquement, c'est du pré-fascisme. C'est-à-dire que psychologiquement, au niveau intérieur pour chaque individu, on est prêt à se soumettre à une autorité supérieure pourvu qu'elle nous conduise quelque part et qu'elle nous sorte de la dépression, etc. Donc, si vous voulez, on est dans une période extrêmement dangereuse, mais comme si vous voulez en train de passer l'abîme entre le Capricorne et le Verseau. Et cet abîme, chacun de nous, on doit le passer.
Parce que Cynthia Fleury explique que le problème des gens qui ont du ressentiment, c'est qu'ils s'agrègent automatiquement les uns aux autres et ils créent, je veux dire, le passage simple à suivre toutes les aventures collectives. Et en ce moment, on le voit, si vous voulez. Moi, je vois les réseaux sociaux, je suis atterrée de voir ce qui se passe aux États-Unis. C'est-à-dire, peut-être qu'on ne le voit pas assez en France, mais même des Français, par exemple, des gens qui en France ont des consciences, par exemple, sur la santé et autres, qui nous disent que vraiment le monde bouge et que Trump est un sauveur, je me dis, ça commence à devenir dangereux. Parce qu'on est dans une période comme... je dirais dans les années 30, où on se disait, ah ben voilà, Hitler il va pouvoir nous sauver, il va sauver l'Allemagne de la déchéance dans laquelle elle est. Donc le ressentiment, vous voyez, je trouve que le ressentiment nous parle de l'agglomération de tous ces sentiments-là, si on ne les sublime pas. C'est pour ça qu'au lieu de l'acceptation, je parle de la sublimation ou selon de la résilience. Sublimer, voilà. Et donc il s'agit que chacun de nous, donc moi d'abord j'en appelle, nous, on n'est pas là pour créer un mouvement collectif ou quoi que ce soit en astrologie, on est juste là pour questionner nos propres consciences individuelles, pour être des êtres conscients et participant consciemment à la construction d'un monde nouveau, mais sans vouloir prôner quoi que ce soit. Mais j'alerte, les consciences individuelles, ne suivez pas n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quelle idée, soi-disant qu'on a maintenant du ressentiment contre les politiques, contre les médecins, contre les médias, ouais. Et alors on va où là? Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas vivre de ressentiment. Il faut qu'on se fasse notre propre conscience et qu'on se dise, bon là voilà ma vision, où elle est. Ce qu'explique Cynthia Fleury très bien, elle dit que le problème du ressentiment, c'est qu'il faut l'actualiser politiquement, et individuellement et collectivement. C'est-à-dire il ne faut pas y rester dedans et aller se battre contre, mais il faut en faire une lutte, comme tu dis, appel du 18, créatrice pour soi-même et pour les collectifs dans le futur. C'est-à-dire qu'il faut le politiser. Mais si vous voulez, elle explique aussi, enfin, je veux dire, d'autres expliquent très très bien que le système matérialiste et capitaliste est extrêmement créateur de ressentiments, et que du coup, il piège les êtres dans des ressentiments, parce que les inégalités sont devenues telles que beaucoup d'êtres sont piégés dans le ressentiment et qu'ils se heurtent contre les murs collectifs d'un État. Vous voyez, regardez les réfugiés. Moi, je dis, ce qui est dramatique actuellement, c'est l'état des réfugiés, quoi, qui se heurtent contre la forteresse Europe et qu'on laisse se noyer partout. Donc, il y a une problématique dure au niveau collectif, où on a, que sont devenues les valeurs du Verseau et les valeurs collectives quoi, en nous. Quoi. Voilà, donc cette année 2020, on est dans cet enjeu-là. Est-ce qu'on aura peut-être une perspective? Est-ce qu'on verra quelque chose à partir du solstice d'hiver? En tout cas, à partir de janvier, certainement, on verra.